des interventions militaires de la Belgique au Congo sont effectivement et honnêtement des opérations qui sont faites uniquement pour protéger et pour sauver des vies humaines. Et dire le contraire, c'est déformer la vérité. Nous nous réjouissons du fait de voir les forces des troupes de l'ONU augmenter. M. Uni a dit ils seront probablement à 9000. M. Hammarskjöld nous a confié que probablement dans quelques jours, on atteindra un total de 12 000. Tant mieux. Parce qu'il faut offrir et garantir cette protection au Congo. Dans ce pays qui, à la suite de l'anarchie organisée, probablement voulue par d'aucuns, sombré en 3 semaines de temps, vraiment sombré, il faut absolument offrir la protection si vraiment on veut obtenir non seulement la collaboration des Belges, mais la collaboration des Blancs en général. Et qui peut, messieurs, douter un seul instant que ce pays pourra seulement se relever avec la collaboration des Blancs. Le Katanga n'a pas échappé à la mutinerie de la force publique, ni au pillage par la population. 10 juillet, réaction rapide des forces métropolitaines belges. À Moscou, Nikita Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique de l'époque, traite les Belges d'agresseurs. 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, devant le chaos généralisé, dit-il, proclame la sécession du Katanga. Le Katanga deviendra un État indépendant avec son drapeau, sa monnaie et sa constitution. Cette indépendance durera 2 ans et demi. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver encore ce qui reste à sauver dans le reste du Congo. Si tout le monde, si les Occidentaux comprenaient, n'est-ce pas, ce que nous avons, ce que nous voulons nous autres, les Katangais, je crois qu'ils pourront sauver le reste du Congo. Pensez-vous que le Katanga indépendant est un État viable? Certainement que oui, mais seulement on nous reproche, n'est-ce pas, que nous voulons conserver toutes nos richesses nous-mêmes. Ça, ce ne sera pas question. Nous voulons bien aider les autres États qui sont pauvres, mais, n'est-ce pas, quant aux affaires politiques du pays, nous voulons les conserver nous-mêmes. On parle de l'arrivée possible des troupes des Nations Unies au Katanga. Quelle est votre position sur cette... Notre position reste inchangée. Vous savez que nous avons, n'est-ce pas, au Katanga, il y a le calme qui règne partout ici au Katanga. Nous avons demandé, moi et mon gouvernement, nous avons demandé l'arrivée des troupes belges. Grâce à l'arrivée des troupes belges, que nous connaissons maintenant la paix au Katanga. Donc si les troupes des Nations Unies viennent ici au Congo, c'est pour apaiser. Je ne vois pas pourquoi ils doivent venir ici au Katanga quand tout est calme. Oui, vous ne voyez pas pourquoi, mais si, malgré tout cela, il y a une décision qui intervient et que les troupes des Nations Unies arrivent tout de même et essaient tout de même d'atterrir au Katanga. Nous les empêcherons avec toutes nos forces. Mais possédez-vous les forces katangaises? Les forces katangaises, oui. Elles existent? Elles existent, oui. Donc en dehors des forces belges? En dehors des forces belges. Donc vous ne voulez pas des troupes des Nations Unies? Pas des troupes, parce que si les troupes des Nations Unies arrivent ici, c'est pour troubler. Il y aura tout le monde qui vont quitter les Katanga et nous allons commencer à voir les chaos. Il semble que vous acceptiez maintenant la présence des forces des Nations Unies ici au Katanga, alors qu'auparavant vous refusiez, vous rejetiez toute présence des troupes des Nations Unies, des casques bleus ici à Elisabethville. Vous savez que nous ne voulions pas que les Katanga, n'est-ce pas, soient un champ de bataille. Nous ne voulions pas que les Katanga donnent la possibilité à une guerre mondiale. Officiellement, M. Hammarskjöld débarque à l'aéroport d'Elisabethville sans troupes, mais suivi à très bref délai de gardes du corps qui tous portent le casque bleu. Ils sont extrêmement nombreux, presque aussi nombreux que les soldats de l'armée katangaise, dont vous avez vu toutes les automitrailleuses alignées sur la piste.
compagnie de M. Tchombe, M. Amargel ne peut s'empêcher d'identifier un drapeau qu'officiellement il ne connaît pas. Et c'est l'arrivée des troupes de l'ONU, le début de la mise en application de la résolution du Conseil de sécurité. M. H a réaffirmé que les troupes de l'ONU n'interviendraient pas dans les différends intérieurs entre les Katangais et les Congolais. Tout se passera sans heurts, tandis que dans le reste de notre ancienne colonie, les frictions commencent à se multiplier entre les casques bleus et les soldats de M. Lumumba. Mais ceci cesse d'être du ressort de la Belgique. Ultime parade des troupes belges, place de l'Étoile. Anciens combattants noirs. Monument aux morts. Le général Van Horn, commandant des troupes de l'ONU, le comte d'Apremont-Linden, c'est la fin d'une forme de la présence belge en Afrique. Image de départ, seconde phase d'un pont aérien commencé le mois dernier sous de sinistres auspices. Mais le Congo des années 60, c'est avant tout le drame. Pour la première fois, on verra apparaître au Katanga les fameux mercenaires, les affreux, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Le Katanga indépendant a besoin d'eux pour faire face à deux dangers menaçants, l'armée nationale congolaise et surtout la rébellion des Baluba armés qui occupent tout le nord Katanga. Aux Nations Unies, on condamne ce type d'opération. Et de résolution en résolution, on aboutira à celle du 21 février 1961 qui proclame l'unité du Congo, condamne la guerre civile et admet que les casques bleus puissent intervenir par la force s'il le faut. Et pendant ce temps, c'est la guerre, souvent cruelle, des morts anonymes dans la brousse, tout un peuple pour qui l'indépendance signifiera deuil et souffrance.